comme vous le savez, dans cette émission Face à la presse, nous avons reçu jusqu'à présent des avocats, des magistrats, des chefs d'entreprise, des politiques, des docteurs, des enseignants, des sportifs. Eh bien, cette semaine, nous recevons un ancien professeur de lettres et histoire. Professeur, vous êtes professeur toujours, et vous êtes cofondateur de l'association Racine. Monsieur Guy Tyrolien, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios de TV. Oui. C'est la première fois que je crois que vous venez. Oui, c'est la première fois. Et donc vous portez le même prénom que votre père, puisque vous êtes le fils de Guy Tyrolien. Oui, difficile charge. Oui, effectivement, j'ai le même prénom. Et nous aurons certainement l'occasion de parler effectivement de Guy Tyrolien, puisque c'est son centenaire aussi. Voilà, on aura le temps de revenir dessus. Alors, vous êtes cofondateur de l'association Racine. Alors, parlez-nous de ce magazine qu'on va montrer là tout de suite à l'écran. Très bien. Alors, en fait, Racine, c'est une association qui a été fondée il y a quelques années déjà, plus d'une décennie. Ça fait un certain temps, pour répondre à un certain nombre de choses qui posaient problème. Il faut savoir que sur une de vos télés concurrentes, il y avait un animateur qui avait beaucoup de succès au niveau Guadeloupe, mais qui disait un certain nombre d'atrocités, qui a été poursuivi d'ailleurs plusieurs fois, je crois, pour propos racistes. Et donc c'était à l'époque où on disait les nègres n'ont jamais rien fait, c'est la dernière race après le crapaud, etc. Et donc il y avait toute une propagande anti-nègre, anti-africaine. Et on se disait mais personne ne dit rien, personne n'intervient. Est-ce que c'est normal peut-être d'appeler à la haine raciale anti-haïtienne par exemple? Donc on s'est positionné, on a dit non, on peut pas rester sans ne rien faire. Et comme moi, il se trouve que j'ai grandi beaucoup en Afrique aussi, je me suis dit il y a une zone d'ignorance qui règne, et il faut combler cela, il faut apporter de la connaissance. Donc c'est pas que je sois un érudit, mais enfin avec le petit peu que j'ai, je me suis dit bon on va construire un média, un journal, et on va pouvoir informer les gens sur ce que c'est que l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, les grandes civilisations qui se sont succédées en Afrique, les personnages importants de l'histoire africaine, et pas seulement africaine, mais du monde noir en général. Donc des gens comme Martin Luther King, Malcolm X, et Marcus Garvey, d'autres encore. Donc parler d'eux, parler de ce qu'ils ont apporté à la civilisation universelle. Donc que ce soit en termes de musique ou en termes de philosophie, etc. Et donc on a monté donc ce journal Racine. C'était pour vraiment apporter autre chose comme discours, une autre information qui puisse réconcilier, je dirais, l'afro-descendant antillais avec son continent d'origine africain, le continent africain, puisque très souvent il y a une forme de mépris, une forme d'ignorance, et qui va au refus carrément des fois de cette origine. Donc on s'est dit qu'il fallait apporter des informations correctes qui puissent redonner un peu de dignité, redonner un peu de sagesse, et ramener l'homme noir des Antilles vers une meilleure compréhension de ce qu'il est lui-même et de ce qu'ont été ses ancêtres aussi. Qui écrit dans Racine? Alors on a plusieurs auteurs. Là j'ai amené que des numéros faits par moi-même. Parce que des fois je fais ce qu'on appelle des numéros spéciaux, mais on a fait donc on est à notre 40e je crois numéro, c'est un trimestriel, et donc moi j'en ai fait 12 sur les 40. Donc mais il y a plusieurs écrivains. Des fois il y a des gens qui nous envoient des articles aussi. Donc ça peut être de grands écrivains connus, comme ça peut être aussi quelqu'un d'assez lambda mais qui a quelque chose à dire. On fait des interviews aussi d'artistes. On fait, on va voir des gens qui ont quelque chose à raconter. Et des fois, ils font une intervention. Voilà. D'accord. C'est d'où le nom Racine aussi. Pourquoi vous avez choisi ce nom Racine? Alors pour beaucoup de choses. D'abord, on s'est dit qu'il fallait retourner aux racines, aux sources, parce que le mal vient de là. C'est-à-dire l'ignorance, elle va jusque là. C'est-à-dire que les gens font commencer l'histoire généralement à partir du bateau négrier. Souvent, quand on parle d'histoire ici en Guadeloupe, c'est oui, nous étions esclaves, comme si il y a un peuple qui s'appelle esclave. Non, donc avant d'être réduit en esclavage,
Les gens existaient déjà. Donc, on s'est dit, il faut remonter aux racines, il faut remonter aux sources. Et donc, avant le bateau négrier, où étions-nous, que faisions-nous? Donc de là, on a cherché un peu à savoir que faisaient les Africains avant. Est-ce qu'ils étaient, comme le disait Nicolas Sarkozy, en train de glander sous des cocotiers en attendant que l'histoire se fasse, ou bien est-ce qu'il y avait une civilisation africaine, des développements, des choses qui ont été apportées, etc. Donc on a essayé de remonter. Rappelez à nos téléspectateurs un peu cette période, puisque effectivement on connaît à partir du moment où les bateaux négriers arrivent ici, mais on connaît un peu moins la partie avant. Voilà. Avant Gorée. Donc voilà, avant Gorée, avant Ouida et avant tout cela. C'est ça qui est intéressant. En fait, nous partons, comme le titre l'indique, je finis juste de resituer le truc. Racine, c'est carrément, on part aux origines, le berceau de l'humanité. Parce que l'Afrique est considérée aujourd'hui par les scientifiques mondiaux comme étant le berceau de l'humanité. On a trouvé, par exemple, Lucie, c'est le fossile le plus célèbre, en 1974, il y a près de 3 millions d'années, un Australopithèque afarensis qui s'appelle donc Lucie. Les Éthiopiens appellent cet Australopithèque Diknesh, ça veut dire plus belle que les étoiles. Mais celui qui a découvert ce fossile, il écoutait une chanson des Beatles, qui s'appelait Lucie, et donc il a nommé le fossile en question Lucie. Mais il n'y a pas que Lucie en fait. On trouve beaucoup d'autres ossements très anciens, et même des fois plus anciens que Lucie. Il y a un ossement moins célèbre qui s'appelle Selam, par exemple, qu'on a retrouvé en Éthiopie aussi, de la même espèce. Tout part toujours de la même région. Toujours généralement Éthiopie. Afrique de l'Est. Voilà, c'est là où on trouve les plus anciens ossements. La vallée du Rif. Et voilà, exactement. Et surtout au niveau de ce qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens, l'homme moderne, il y a un homme qu'on appelle Idaltu. Et lui, il est à peu près de 200 000 ans, et donc c'est le premier homme moderne, c'est-à-dire l'humanité actuelle. Son premier représentant a été identifié en Éthiopie comme étant Homo Idaltu. Donc le berceau de l'humanité, c'est bien l'Afrique. Et donc ça, c'est déjà un premier point. Quand on parle de racines, on revient jusque-là. On se dit, bon, ok. L'origine de l'humanité. Voilà, quelle que soit la couleur de peau que vous puissiez avoir, quel que soit l'endroit où vous habitez sur la planète Terre, les origines les plus anciennes, si vous voulez remonter jusqu'au bout, elles vont vous amener en Afrique. Et des chercheurs français, par exemple, un dénommé Lussot, qui est un généticien, a fait la recherche au niveau de la génétique et il est retombé exactement sur la même thèse. Donc que ce soit la génétique, que ce soit l'archéologie, tout ce que vous voulez, tout se regroupe ça converge. Voilà, ça converge vers l'Afrique comme étant berceau de l'humanité. Mais non seulement berceau de l'humanité, mais aussi mère de la civilisation. Parce que c'est en Afrique aussi que les hommes ont développé les premières grandes civilisations. Et donc vous parlez de l'Égypte, par exemple. Même avant l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est je dirais un glissement de l'Éthiopie. Ça commence dans les hauts plateaux éthiopiens. Et puis ensuite, l'humanité va suivre le cours du Nil, va descendre le long du Nil et va apporter la civilisation en Nubie d'abord, et puis de la Nubie en Égypte. Et de l'Égypte, ça va passer en Crète, en Grèce, dans d'autres voies, ça va arriver en Asie, en Inde, etc. Donc le départ, on va dire le berceau, c'est toujours l'Éthiopie qui reste la référence première. Et on a trouvé par exemple du côté de la Nubie, par exemple, ce qu'on appelle le Soudan. On a trouvé des pyramides qui sont plus anciennes que les pyramides d'Égypte. Voilà. Donc les pyramides d'Égypte, elles sont plus grandes, plus grandioses. Mais on va dire leurs maquettes, elles sont au sud. Donc au sud de l'Égypte. Donc c'est-à-dire vers l'Éthiopie. Donc c'est cette région-là qui est considérée comme aussi la mère de la civilisation, avec les premières découvertes en mathématiques, en philosophie, en théologie. Par exemple, les textes les plus anciens écrits par l'homme, qu'on appelle les textes des pyramides, l'écriture que les Égyptiens disent avoir donc découvert vers 3400 avant Jésus-Christ, le dieu de l'écriture, c'est un dieu éthiopien qui s'appelle Djéouti, qu'on a appelé Thoth et que les Grecs ont appelé Hermès. Et ce dieu, en fait, il est représenté par deux animaux emblématiques, le singe Hamadryas qui n'existe qu'en Éthiopie, et puis un autre animal qui s'appelle l'Ibis ethiopicus, qui est aussi un animal propre endémique à l'Éthiopie. Non, c'est un oiseau. C'est un oiseau. L'Ibis, c'est un oiseau. Et puis le singe Hamadryas, c'est un singe. Et donc ce singe-là et cet oiseau sont utilisés pour représenter donc le dieu Thoth, ou de son nom Djéouti, qui va donc apporter l'écriture en Égypte.
Donc, du point de vue de la tradition égyptienne même, ils reconnaissent que les dieux qui les ont civilisés, tels qu'Osiris aussi, qu'on appelle dans le livre des morts Kem-O, qui veut dire le grand noir, ce dieu-là descend donc de l'Éthiopie et apporte l'agriculture, la connaissance de certaines technologies, etc. Donc, c'est cet apport éthiopien à l'Égypte fait que les racines, on va dire, les racines de la civilisation égyptienne sont éthiopiennes. Et puis, donc, les premières dynasties, et ça continue. Donc, il y a beaucoup de traces, que ce soit dans l'écriture, dans l'architecture. Donc, voilà, c'est cet apport africain au trésor mondial, comme on dit. Donc, vous partez de là, du début de l'humanité. Voilà, en fait. On part depuis là parce qu'en fait, dans l'histoire de l'Afrique, telle qu'elle est pour l'instant pratiquée, elle est pratiquée de manière sectorielle. C'est-à-dire que souvent, les gens disent, bon, on va étudier le Gabon, on va étudier le Mali, voilà. Et puis, ils étudient un pays. Sauf qu'il n'existait pas à l'époque. Voilà, sauf que ces pays-là, c'était il n'y avait pas les frontières. C'est un continent. Voilà, c'est des créations modernes. Très modernes. Tout à fait. Donc, en réalité, nous, ce qu'on propose, c'est plus une histoire globale et aussi qu'on puisse lire dans une continuité. Donc, on parle de l'Éthiopie, on arrive à la Nubie, de la Nubie à l'Égypte, de l'Égypte au Ghana, de Ghana au Mali, etc. C'est-à-dire que il y a une traçabilité de la civilisation africaine qui va donc se décanter, se multiplier jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, quel est le lien avec nous, en fait? Parce qu'il y a des gens qui posent cette question-là, en quoi ça nous concerne? Ben, c'est-à-dire qu'une bonne partie du peuple d'Afrique de l'Ouest a été déporté ici. Donc, ces peuples-là qu'on appelle, par exemple, les Wolofs, ou d'autres encore, les Mandingues, etc., ces peuples-là, ce sont des gens qui réclament une origine égypto-nubienne dans leur tradition. La plupart des peuples africains reconnaissent dans leur tradition orale et même parfois écrite qu'ils viennent de la vallée du Nil. Et donc, pendant longtemps, les gens pensaient que c'était un délire, peut-être le souci de se valoriser, etc. Et finalement, maintenant, avec les avancées en linguistique, en recherche ADN, génétique, tout cela, maintenant tout colle, tout s'agence. Donc, effectivement, des peuples comme les Peuls, les Bambara, etc., on trouve les Dogons. On trouve effectivement leurs origines jusqu'en Égypte ancienne. Et donc, de là, aussi dans la langue. Et donc, quand on arrive ici, tout n'a pas été perdu non plus. Donc on peut maintenant tracer un lien entre qui a été amené ici, qu'est-ce qu'on a encore comme trace, par exemple dans le créole, dans les mots qu'on utilise. Alors comment vous faites pour remonter aussi loin dans le temps? C'est un travail d'historien, donc il y a beaucoup de gens qui planchent là-dessus. Il y a des grands noms. Bon, alors un des premiers, je dirais, grands chercheurs de l'ère moderne qui a, on va dire, divulgué cela, c'est Cheikh Anta Diop, un Sénégalais. Bon, mais avant lui, il y avait déjà beaucoup de pistes. Parce qu'il y a des gens moins connus, comme Anténor Firmin, qui est un Haïtien, et qui avait déjà pratiquement dit tout ce que Cheikh Anta Diop a dit, dans un livre qui s'intitule « De l'égalité des races ». Alors, c'est un livre qui répondait à un autre livre de Gobineau, qui s'appelait « De l'inégalité des races ». Gobineau était un raciste qui, lui, développait une thèse comme quoi il y avait des races supérieures, des races inférieures. Et Anténor Firmin était un humaniste, qui disait non, toutes les races sont égales, ça dépend de votre environnement, par exemple, je sais pas, moi, je vous mets dans un endroit où il n'y a pas de livre, il n'y a rien, aucune éducation, et ben vous allez devenir complètement arriéré. Et tandis que si je vous mets dans un endroit où il y a que des lettrés et tout, ben vous allez exploser. Donc lui il disait c'est pas lié à un cerveau qui serait d'origine de nature inférieure, mais tout simplement la transmission du savoir. Dans des conditions, si vous êtes dans des mauvaises conditions de développement, ben vous aurez un développement moindre que si vous êtes dans de bonnes conditions. Donc il a fait et pour expliquer justement son concept d'égalité des races, il disait mais les Égyptiens, que tout le monde reconnaît que c'était valable puisqu'ils ont fait les pyramides, ils ont fait tout ça, il dit mais c'était des Africains. Et ils étaient noirs. Donc c'est pas Cheikh Anta Diop qui a en fait inventé Victor Schellcher avait dit la même chose aussi. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui avaient dit cela, soit avant Cheikh Anta Diop, soit pendant, soit après. Mais Cheikh Anta Diop est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel parce que il a défendu cette thèse-là dans une forme vraiment universitaire. Il l'a présentée devant un jury. Il en a fait un bouquin. Ça s'est répandu. C'est un scientifique. Il a cherché à prouver sa thèse en faisant des analyses justement au carbone 14 de certaines momies, etc. Donc il est allé très très loin dans ses recherches et il a fait aussi comment dire, on va dire, il a touché à plusieurs domaines tels que la linguistique,
telle que l'histoire, telle que l'anthropologie, enfin tout, pour pouvoir donner donc les preuves de sa thèse. Et donc cette thèse-là, elle a continué à se développer à travers ses disciples. Théophile Obenga, Babacar Sall, Mobabingue Bilolo. Donc tous ces gens-là vont amener leurs recherches. Ce sont des docteurs, hein, le plus souvent, docteurs en histoire, docteurs en grammaire, etc. Et dans chacun de leurs domaines de recherche, ils vont apporter une pierre, un élément. Voilà. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte toutes ces recherches-là et on les divulgue sous forme, je dirais, accessible à tout un chacun, parce que c'est des gros bouquins comme ça, le plus souvent, c'est pas tout le monde qui va aller se payer la lecture d'un bouquin de cette grosseur-là. Mais nous, ce qu'on fait, on synthétise l'essentiel de la pensée de la personne, et puis on propose ça dans Racine en disant, ben voilà, est-ce que vous connaissez un tel? Ben voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous connaissez un tel? Donc c'est comme ça qu'on a fait. C'est intéressant ce que vous nous dites. André Jean, vous vouliez rebondir là-dessus? Rebondir si vous voulez. Est-ce que les Africains sont, comme les Antillais, aussi peu soucieux de cette histoire? Bonne question. Alors, parce qu'après on va dire, bon, il y a les lettrés, et puis il y a la foule, la masse. C'est vrai. Alors, c'est une question compliquée. Alors, bon, ce que je dirais déjà, c'est que il y a des pays en Afrique, je parle de l'Afrique d'aujourd'hui, tout à fait, qui sont plus en avance que d'autres. Par exemple, le Sénégal, du fait qu'il y a eu Cheikh Anta Diop, il y a beaucoup de chercheurs sénégalais, de gens qui sont passionnés, même le Sénégalais moyen, on va dire, ils s'intéressent à ça. Il y a le Cameroun, où on trouve aussi pas mal de gens. Alors, je dirais pas que toute l'Afrique converge dans le même sens. Après, il y a un peuple comme l'Éthiopie, où je suis allé 6 fois là-bas, en Éthiopie. C'est un pays où je suis passionné de l'Éthiopie. Et eux, ils ont déjà une vaste histoire. Avec, alors, contrairement à ce qu'on dit, l'Afrique est le continent de l'oralité. Les Éthiopiens, tout est écrit. C'est écrit. Donc, ils ont des écrits qui datent de plusieurs centaines, voire milliers d'années, des fois. Donc, ces écrits-là, donc, donnent une trace et puis disent, bon, voilà, on a fait ci, on a fait ça. Donc, tout cela, c'est très intéressant parce que eux, ils s'intéressent à leur histoire. Les Éthiopiens, tout est, moi, j'ai visité, par exemple, le musée d'archéologie d'Éthiopie. Ça remonte 13 millions d'années. Donc c'est le seul musée que j'ai vu comme ça au monde. 13 millions d'années, Lucie c'est 3 millions d'années. Hein. Eux, ils remontent à 13 millions. Et puis on arrive à Lucie. Lucie, là, celle qu'on dit Lucie, elle est en Éthiopie. Son vrai truc. Ensuite, il y a des répliques qui voyagent un peu partout. Mais l'authentique, elle est dans le musée d'archéologie d'Addis Abeba. Donc ils ont vraiment des traces avec des documents, avec des chercheurs. C'est un chercheur éthiopien qui s'appelle Alem Seged qui a trouvé par exemple Selam. Donc il y a des chercheurs, il y a des écrits, donc il y a tout cela. Alors effectivement, il y a des pays qui, le peuple des fois il pense à d'autres choses parce qu'il faut d'abord manger avant de faire de l'histoire. Il faut d'abord avoir le ventre l'économie d'abord. Donc il y a des fois des enjeux qui font que c'est pas forcément la priorité. Mais pour ceux qui sont des intellectuels, en tout cas, il y a vraiment je dirais pas une mode, mais en tout cas, il y a quand même un engouement, voilà, oui, général, je dirais, parce que Cheikh Anta a vraiment créé comme on dit, une révolution copernicienne en matière d'égyptologie et d'histoire, et donc ça a créé un véritable engouement au niveau intellectuel. Et tout le monde peut apporter sa pierre. Parce que le monde a changé à partir de ce moment-là. Je veux dire, parce que mentalités. Il y avait un enjeu. Il y a une prise de conscience. Voilà. Ah, oui. Et puis, il y avait comme une forme de bravade aussi, parce que c'était par la période de la colonisation. Et donc, Cheikh Anta Diop qui arrive, qui est un jeune étudiant brillant, et qui dit, bon, moi, je vais démontrer que l'Afrique, était grande. Alors tout le monde dit bon, avec quoi, comment il va faire pour démontrer ça, qu'est-ce qu'il va utiliser? Et là, il se lance et puis paf, il dit voilà, les Égyptiens, c'était des Noirs africains. Alors ça a choqué beaucoup de gens à l'époque parce qu'il a commencé en 1954. Donc quand il sort ça, les gens se disent bon, soit c'est un farfelu, mais il est quand même docteur. Et alors comment il fait pour développer ce truc-là? Il veut présenter sa thèse. Sa thèse, il la propose pendant 8 heures, par exemple, ensuite, mais je parle déjà au début, en 54, quand il veut proposer sa thèse, le jury même se met absent. C'est-à-dire que le jury estime que il vaut mieux ne pas être là parce que s'il est là, il faudra valider la thèse et donc il va enseigner ça dans les universités en France. Donc de là, le jury se porte absent. Donc finalement, il peut pas déposer sa thèse, il fait une thèse de physique-chimie, il devient docteur en physique-chimie et sa thèse, en fait, il en fait un bouquin qui s'appelle Nation Nègre et Culture, qui devient un best-seller.
Et donc, de là, quelques années après, il va au colloque du Caire en 1974, donc 20 ans plus tard. Et là, il propose sa thèse en égyptologie devant les meilleurs égyptologues du monde entier, dont certains de ses professeurs, le professeur Leclan, par exemple, qui est un Français, professeur Vercouter. Et là, il développe pendant 8 heures, avec son disciple Théophile Obenga, la thèse de l'Égypte ancienne, nègre pharaonique. Et là, personne ne peut contredire sa thèse. Donc, il sort vainqueur du colloque du Caire. Et là, c'est la révolution, je dirais, parce que c'est la première fois qu'un Noir africain a l'occasion, en fait, de démontrer que sur un thème précis, eh ben, il est meilleur, je dirais, que le gratin même de l'Occident. Donc de là, ça crée effectivement un engouement, même aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs américains qui revendiquent la généalogie donc Cheikh Anta Diopienne, dont un chercheur qui s'appelle Martin Bernal, qui a écrit les racines afro-asiatiques de la civilisation classique. Ça s'appelle Black Athena, en 2 volumes. Un éminent chercheur blanc américain, et qui dit dans sa préface: on a longtemps erré, on a traité les Africains du luberlu, etc. Mais lui, il est honnête, il est allé au fond de sa recherche et il valide la thèse de Cheikh Anta Diop, et il reconnaît que l'apport égypto-nubien nègre est fondamental dans l'histoire de la Grèce, dans l'histoire de la Rome antique, etc. Et que beaucoup de choses qui sont attribuées aux Grecs sont en fait d'origine d'Afrique, en terre d'Afrique. Voilà. Donc ça a révolutionné, je pense, la pensée. Alors là, vous avez parlé de la grandeur au moment où l'Afrique était grande. Voilà. À partir de quel moment il y a eu un déclin? C'est très très belle question. Alors c'est souvent la question, les gens se disent: mais alors comme si on était grand comme ça, comment ça se fait qu'on soit descendu aussi bas? Alors bon, on n'est pas les seuls, parce que la Grèce, les Grecs, la Grèce d'aujourd'hui n'est pas splendide. Le Portugal d'aujourd'hui n'est pas extraordinaire. L'Empire romain. On peut parler presque de l'Europe aujourd'hui. On n'est pas la seule civilisation qui était brillante et qui aujourd'hui n'a pas trop belle figure. Inversement, les civilisations occidentales dans l'époque dans lequel on parle, au moment de l'Égypte pharaonique, l'Occident n'existait pas. On te dit, il était minuit sur l'horloge, il était minuit en Occident. C'est-à-dire, c'était les ténèbres qui régnaient. Et donc, aujourd'hui, c'est l'Occident quand même qui est en champion, on va dire, dans pas mal de domaines. Alors, donc, à quelle époque a commencé ce cette époque-là, déclin? on peut quand même chiffrer, c'est la fin des grands empires. C'est-à-dire, à un moment donné, on arrive par exemple à l'Empire malien, Soundiata Keïta et tout, donc c'est encore la gloire, l'Afrique glorieuse, précoloniale. Et puis ensuite, il y a les premiers contacts avec donc les Portugais qui vont rentrer dès le début du XVe siècle. Voilà. Et là, il y aura un rapport de force qui va s'installer, qui va tourner à l'avantage donc de l'Occident. Il y a l'arme à feu, il y a des choses qui expliquent cela. Et donc la technologie en fait, la technologie. Et puis peut-être une volonté de conquête qui était différente, parce que les Africains, alors il y a beaucoup d'explications. Il y a des gens qui disent que bon, quand vous avez tout chez vous, vous n'avez pas trop envie d'aller à l'extérieur. Si vous avez déjà, vous n'avez pas l'hiver, vous avez 10 mois sur 10 ou bien 12 mois sur 12, vous avez de quoi manger. Donc pourquoi vous allez mettre en réserve ou bien aller chercher ailleurs? Si vous avez, je sais pas, toutes les matières premières dont vous avez besoin à disposition, ça vous donne pas forcément l'envie d'aller conquérir d'autres territoires. Inversement, si vous n'avez pas de matières premières fondamentales, ça vous, il fait froid. C'est exactement tout naturellement, ça vous pousse à aller chercher ailleurs ce que vous n'avez pas à domicile. Donc, ce sont des explications que les historiens proposent pour expliquer pourquoi l'Europe a eu ce désir de s'extérioriser et d'aller à la conquête d'autres terres, alors que sont repartis à la conquête de... Voilà. Donc, c'est une explication. Il y en a peut-être d'autres, mais donc ça c'en est une. Et puis ensuite, donc il y a le rapport de force qui s'est imposé. Alors souvent, on va y arriver tout à l'heure quand on parlera peut-être du Memorial Act, mais souvent dans le discours sur cette période-là, on évacue du discours les résistances africaines. Et donc, on a l'impression que ça s'est fait naturellement, avec je dirais même la volonté des Africains de pratiquer un commerce de leur propre sujet ou de leurs enfants, etc. Et donc on parle plus en termes de commerce, trafic triangulaire, c'est les expressions. Donc il y a eu des résistances. Ben, bien sûr. Alors parlez les résistances, elles sont évidentes déjà par le fait que lorsque on regarde l'Afrique par exemple d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui on va dire, toutes les côtes, de même qu'ici, vous allez voir des forts avec des canons.
C'est-à-dire que c'est une occupation qui s'est faite avec, bien sûr, des destructions de population. Donc, il y a les récits de la tradition orale, voire des fois écrite, puisqu'il y a aussi des gens qui ont écrit, que ce soit des Portugais ou des musulmans, puisque l'écriture, il faut savoir que les musulmans sont depuis au 7e siècle, ils sont aussi en Afrique. Et donc, il y avait des grandes écoles, même des universités en Afrique. Par exemple, à Tombouctou, à Djenné. Donc, il y avait des lettrés. Et Galilée, par exemple, il a été élève à Tombouctou, etc. Donc, il y a des gens qui ont écrit et qui disaient comment ça se passait. Et en fait, il y a eu des guerres. Et il y a eu des armées africaines qui ont essayé de résister. Le problème était que l'Afrique n'était pas fédérée. Il n'y avait pas encore les États-Unis d'Afrique jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc il y a une tendance, il y a l'Union africaine qui essaie de se mettre en place, mais à l'époque il n'y avait pas ça. Donc c'était des royaumes. Et donc si vous attaquez un royaume, c'est pas forcément que l'autre va tout de suite vous apporter son soutien. Voilà, donc il y a eu des conquêtes comme ça progressives en partant des côtes et puis finalement vers l'intérieur. Il y a plusieurs aussi explications là-dessus, des tentatives d'explication. C'est pas forcément la vérité vraie, mais on dit aussi que si vous habitez près des côtes, c'est que vous étiez pas assez fort pour être à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une explication que les gens proposent. On vous dit que les gens qui habitent près des côtes, ce sont les gens que les gens de l'intérieur ont poussé. Donc, ceux qui ont été attaqués les premiers, c'est ceux des côtes. Donc, c'était pas forcément les peuples les plus indiqués pour résister. C'est pourquoi un peu comme Paris, on pourrait dire Paris, c'est une ville forte et autour on a voilà les banlieues qui sont moins protégées, etc. Donc là, le Centrafrique était beaucoup plus puissant que donc les côtes africaines. Donc ça c'est une explication pour dire bon comment ça se fait que cette colonisation a pu se réaliser assez rapidement et avec autant de dégâts. Donc alors les dégâts humains, il y en a très peu qui en parlent, mais il y a une référence qui est importante, c'est l'épouse de Cheikh Anta Diop qui est une spécialiste en matière de génocide. Et donc elle a donc ça s'apprend à l'université et donc elle peut grâce à différentes techniques reconstituer un peu une population à telle époque, etc. Et donc les chiffres que elle propose n'ont absolument rien à voir avec les chiffres qu'on trouve généralement dans les livres d'histoire ou des choses comme ça. Selon elle, il y avait près de 600 voire même 800 millions d'Africains au 15e siècle. Et au 19e siècle, il restait plus que 200 millions, c'est-à-dire il y aurait eu 600 millions de disparus. On sait que, par exemple, dans la Caraïbe, en 100 ans, il y a eu 80 millions de disparus parmi les Amérindiens. D'accord? En 100 ans. Donc, il n'est pas étonnant qu'en 400 ans, il aurait pu avoir peut-être 500 à 600 millions de disparus parmi les Africains. Alors, une telle saignée explique alors, il faut savoir que justement, à partir du moment où vous parlez là de génocide ou de déplacement Génocide d'abord. D'accord, génocide. En fait, c'est la même chose. C'est simplement un jeu sur les mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots. Expliquez-nous justement, qu'on soit bien précis. C'est-à-dire qu'il y a des mots. Ça s'est passé quand? Alors, on va y aller doucement. Il y a des mots qui sont, on va dire, qui ont l'imprimature, comme disent les catholiques. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce que c'est déjà employé pour d'autres. Donc le mot génocide, le mot déportation, c'est réservé à l'expérience juive. Et donc c'est très compliqué. Si vous voulez faire entrer le terme génocide dans la loi française, on va vous dire non. Regardez, dernièrement, il y a un qui a dit pendant les élections là, il a dit la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie. Tout de suite, oh, du calme, frère. Qu'est-ce que tu racontes là? Donc il y a des mots qu'il faut pas utiliser. Mais si on analyse ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose. Mais simplement le mot, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc on utilise quel mot alors? On va dire par exemple que les Noirs ont été transportés. Ou bien on va parler de traite, la traite négrière. Avant le génocide dont on n'a pas le droit de dire que c'est un génocide, mais qui est on va dire qu'il y a eu des dégâts, des pertes ou bien des dégâts collatéraux. Excusez-moi. Mais c'est toutes sortes d'expressions sauf génocide. Sauf le mot génocide. Voilà, sauf le mot génocide. Tout récemment, par exemple, l'ex-ministre Madame Langevin répondait à Joël Ursule en lui disant non génocide l'esclavage, les gens n'étaient pas destinés à mourir, c'était destiné à travailler gratuitement. Mais c'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire que elle fait une nuance entre travailler gratuitement jusqu'à la mort et être mis dans des champs, dans des camps pour être tué. Donc, alors de là, elle te dit non. Finalement, le génocide c'est valable pour les Juifs, mais pour les Noirs, c'est pas un génocide. C'est juste
une forme de servitude, voilà. Donc c'est en fait c'est de la politique, c'est des mots qu'on doit, c'est l'autorité politiquement correct voilà, qui ne peut pas être utilisé. Moi je vais être politiquement incorrect. Donc ce génocide africain là, parlez-nous-en. Justement, ça a commencé quand? Ça a commencé quand? Ça a commencé par qui? Ça a commencé par les Portugais. D'accord. Les Portugais arrivent au XVe siècle. C'est ça. Vers donc 1441, 1444, et puis ils arrivent, ils débarquent donc en Afrique, sur les côtes donc africaines de Guinée, voilà. Et là ils commencent le génocide. C'est-à-dire que pour faire des razzias, c'est des razzias. Pour pouvoir faire une razzia, pour prendre un gars, il faut en tuer de 6 à 10. C'est parce que c'est ce qu'on raconte pas en fait. On dit oui, ils ont fait des razzias, sauf que une razzia, c'est pas comme si tu vas dans un magasin et puis tu prends 10 bouteilles parce que les gens qui sont là, ils ont pas envie que tu partes avec leur enfant ou leur frère et soeur. Donc eux, ils se battent contre toi. Donc il y a des combats. Il y a des combats bien sûr. Et les vaincus, les prisonniers. On les razie. En fait, c'est des prisonniers, voilà. On les razie, on les amène sur la côte. Voilà, exactement. Et ceux qu'on n'a pas razziés, c'est ceux qui sont morts ou qui ont eu le temps de se tailler. C'est ça. Mais pour un gars pris, les calculs sont de 6 à 10 morts. Donc ça veut dire que le nombre de gens qui ont été capturés, pour un capturé, il y a 6 morts. Je parle même pas de ce qui se passe ensuite dans le bateau, les pertes dans le trajet négrier, etc. Ça augmente le chiffre des pertes. Mais rien que sur le territoire africain, pour prendre un bonhomme, il faut en tuer au moins 6. Donc ça, c'est les Portugais qui donnent le récit de leur razzia. Donc il y a plusieurs auteurs, dont je cite les noms. Par exemple, un dénommé Eanes de Zurara, qui a écrit en 1444. Donc il raconte comment ils sont rentrés dans les villages, comment ils ont razzié les villages. Il t'explique que les gens n'étaient même pas sur la défensive, que c'était une attaque et tout ça. Et cette technique des razzias, elle a duré et elle a même été, je dirais, promotionné par ce que les musulmans appellent une fatwa, mais par ce qu'on appelait en fait des bulles papales. Voilà, justement, on vous en parlait d'ailleurs dans celui-là, dans ce magazine. Donc, alors par exemple, vous avez un pape qui s'appelle Nicolas V, qui va écrire donc une bulle qui date de 1454. Ah oui, non, mais c'est pas seulement qu'il autorise, c'est qu'il invite tout simplement. Il dit par exemple, voilà. Je vous donne la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre. Donc, il demande, en fait, aux armées de ces sujets qui sont le roi d'Espagne, le roi du Portugal, il leur dit, allez-y, et tout ce que vous allez prendre, voler, ça va appartenir à votre patrimoine. Donc, duché, alors, principauté, royaume, duché, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, ce sera pour vous. Et vous pourrez réduire leur personne en servitude perpétuelle. Alors là, c'était en 1454. 1454. Donc cette bulle de papale, c'est comme si c'est l'invitation officielle à la chasse aux nègres. Et ça commence comme ça. Donc là, les Portugais. Donc sous la complicité de l'Église catholique. Ah c'est une complicité qui est embarrassante pour l'Église catholique parce que le pape Jean-Paul II a fait ses excuses quand même. Il faut le rappeler. Mais c'est pour vous dire que l'Église catholique est au courant de son implication dans cette histoire-là. Et ce n'est pas le seul pape aussi qui a demandé des choses. Mais sa bulle est extraordinaire. Donc elle est restée dans l'histoire. Elle est très précise en tout cas. Ah oui. Et elle permet d'expliquer que c'est pas quelque chose qui s'est fait au hasard. Donc le pape Nicolas V. Voilà, il y a eu toute une administration. Il fallait préparer les bateaux, préparer les armes. Donc c'est une économie. C'est pas un crime. C'est pourquoi on parle de crime contre l'humanité et justement de génocide, parce qu'un génocide, dans la définition retenue par l'ONU et par la France aussi, un génocide c'est quelque chose qui a été programmé, pensé et fait de manière scientifique avec un certain nombre de une préméditation. Voilà, une préméditation et tout. Et c'est exactement ce qui s'est fait pour ce qui se concerne cette période-là. Cette bulle-là prouve que c'est un génocide. Oui. Avec des gens, des armateurs, il y a une économie qui va se mettre en place, il y a des guerriers, il y a des engagements, des gens qui vont dire bon ben moi je vais, ils sont payés, etc. Donc il y a tout c'est un système. C'est pas un truc, c'est pas des commerçants, c'est pas un bonhomme un individu. C'est des États, ce sont des grands organismes. On parlera tout à l'heure de Louis XIV, par exemple, pour le Code Noir et tout ça. C'est pas un petit bonhomme. C'est le roi de France. Avec son ministre, Colbert, qui édite un Code Noir. C'est-à-dire, on va pas dire, c'est juste quelques Nantais, quelques Bordelais. Non, c'est un État
C'est beaucoup plus puissant avec c'est plusieurs pays d'ailleurs. Voilà, et qui sont en communication avec des traités voilà, d'alliance et voilà. Donc c'est vraiment une entreprise gigantesque. On dit même que c'est le début de la mondialisation. C'est une entreprise gigantesque. Et l'Afrique, donc, elle est agressée au XVe siècle. Alors, il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Léon Gontran Damas, qui a écrit un poème qui s'appelle Ils sont venus ce soir. Et puis oui, vas-y. Alors, on va en parler dans un instant. On me dit juste que c'est l'heure de la publicité. Publicité. Merci. Nous voici de retour, vous êtes sur ETV, nous sommes avec Guy Tyrolien, nous parlons de la traite négrière, de l'Afrique, de l'esclavage, et vous étiez en train de nous parler de Léon Gontran Damas. Alors oui, je faisais le lien avec ce poète moderne, poète récent, donc qui a écrit un livre qui s'appelle Pigment en 1937, qui est en fait le premier ouvrage appartenant à ce qu'on appelle la littérature de la négritude. C'est lui qui inaugure ce mouvement de la négritude, et non pas Césaire comme beaucoup le disent. Césaire écrit son retour au pays natal plus tard, en 1939. Tandis que Damas, en 1937, vous avez donc le Pigment, qui est vraiment l'ouvrage inaugural de ce type de littérature. Et dans cet ouvrage, il parle d'un désastre. Désastre, parlez-moi du désastre, parlez-moi. Et ce désastre-là, en fait, c'est la chute de cette Afrique glorieuse, cette Afrique dont on parlait au début, c'est-à-dire depuis l'origine des temps jusqu'au XVe siècle, une Afrique avec des empires, avec des grands royaumes et tout, eh bien, d'un seul coup, cette Afrique va faire un recul historique jamais vu, quoi. Et donc, il y a même des ouvrages qui disent c'est l'Europe qui a sous-développé l'Afrique, parce qu'on parle du sous-développement. Cette bulle papale marque en fait le déclin. Voilà, une étape importante, parce que c'est un document historique qui prouve que il y a eu une véritable volonté d'attaquer, et non pas. C'est là que ça s'est enclenché à partir de 1454. Voilà. Et dans le récit généralement que les gens ont, c'est comme si il y avait un commerce. C'est pourquoi les expressions françaises d'ailleurs elles sont bizarres. Quand on dit traite négrière, en anglais, il n'y a pas ça. En anglais, on va vous parler de, si je ne me trompe pas, mon anglais n'est pas super, mais ce sera slave trade, c'est-à-dire la traite des esclaves. Or, en français, c'est la traite négrière. C'est comme si c'était un nègre qui faisait une traite. C'est-à-dire, dans l'expression traite négrière, vous entendez le mot nègre. Donc, la traite, c'est les négrières. Pourquoi c'est pas la traite européenne? Pourquoi c'est pas la traite française, par exemple? C'est juste... Déjà, l'expression, elle est sournoise. Alors, et donc oui. Dans l'autre parution que vous avez faite, on a le titre le Yovoda. Le Yovoda, oui. Alors, expliquez à nos téléspectateurs ce que ça veut dire. Ah, ça c'est une belle. Alors, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur désastre. Le désastre de Damas, désastre. Parlez-moi du désastre. En fait, le mot Yovoda veut dire désastre blanc. C'est un mot qui vient donc d'une langue qu'on appelle le fon, qui vient du Bénin. Et c'est comme ça que les Béninois appelaient l'esclavage. Cette période-là, cette histoire-là. Ils ne parlent pas de traite. Ils parlent de Yovoda. Le Yovoda, ça veut dire, on était là, et puis d'un seul coup, l'Europe arrive et blah, c'est l'effondrement de toute une société. Avec ses coutumes, ses mœurs, ses traditions, tout d'un seul coup bascule. Et donc l'Afrique recule de plusieurs milliers d'années, je dirais. Le mot en français, si on devait le faire correspondre. Ça s'appelle désastre blanc, Yovoda. Yovoda. Yovoda, littéralement. Alors, simplement, si on veut le faire correspondre, il faudrait faire correspondre à Shoah. La Shoah, c'est pour les Juifs, c'est le désastre que eux ils ont connu sous l'ère de Hitler, donc le nazisme. Et pour ce qui est de l'Afrique, le désastre que l'Afrique a connu, c'est cette période, donc qu'on appelle le Yovoda, qui consiste à déporter des millions et des millions d'êtres humains dans un autre continent. Et c'est donc tout un continent qui perd sa jeunesse, qui perd ses forces intellectuelles et aussi manuelles, et finalement qui va reculer. Et au profit donc d'autres nations qui vont donc s'enrichir d'un trafic qui est inhumain. C'est ça donc le mot Yovoda est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que le mot traite négrière qui est sournois, parce que la traite n'est pas négrière. C'est une période, vous voulez dire, la traite négrière? Non, c'est l'expression même n'est pas bonne. L'expression même n'est pas bonne. C'est une expression qui n'existe qu'en français, comme je vous le disais. Les Anglais ils parlent de slave trade. C'est un trafic d'esclaves. Tandis que les traites négrières, ça induit
l'idée que bon, eh bien, les legs font partie du système. Donc le système, il est pensé, il est construit, il est programmé en Europe. Il n'y a pas des Africains qui avaient l'idée, tiens, on va appeler les Européens pour qu'ils viennent nous prendre en esclavage. Ils font pas partie de la conception de cette histoire-là. Cette histoire a été pensée en Europe, préparée en Europe, avec des armées, avec des fatwas comme on a vu là tout à l'heure, avec des génocides, des érudits qui vont expliquer pourquoi c'est valable. Ils vont dire bon, en fait, ces gens-là, ils ont pas de cerveau, ce sont des animaux, ils se bouffent entre eux, etc. Donc on va préparer l'opinion publique à accepter l'idée qu'on puisse mettre des êtres humains en esclavage, en disant c'est pas des êtres humains en fait. Donc pourquoi on va pleurer? Il y a un événement historique important qui s'appelle la controverse de Valladolid. Ça date de 1550. La controverse de Valladolid, c'est quoi? C'est que vous avez à l'époque les Amérindiens qui sont décimés, c'est-à-dire Christophe Colomb, il arrive en 1492 ici, et ben 100 ans plus tard, il reste plus que 10 millions d'Amérindiens. C'est-à-dire qu'il y a dans la Caraïbe, il y a 80 millions qui ont disparu. On vous dit c'est la grippe, c'est la petite vérole, tout ce que vous voulez, mais il y a eu aussi des massacres. Le côté massacre est passé un peu sous silence. Et puis voilà, on parle plus de mauvaise adaptation aux microbes. Bon, bref. Mais le résultat, c'est que il y a un génocide amérindien. À ce moment-là, vous avez un dénommé Bartolomé de las Casas, qui est d'abord venu en tant que conquistador et qui finalement se convertit, qui devient prêtre humaniste et qui se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de massacrer toute une population. Et lui, il va et puis il dit au pape, voilà, il faut arrêter ça, c'est un massacre. Les Amérindiens, on les donne à manger à des animaux, on leur coupe les membres, on fait ceci, on fait cela. Est-ce que ça c'est chrétien, etc. Et alors, on lui demande de faire la preuve que ce sont des êtres humains. Il a devant lui un dénommé Sepulveda qui lui estime que c'est pas un crime parce que les Amérindiens n'ont pas d'âme. Donc, il doit faire la démonstration que les Amérindiens ont une âme. Et que donc, on doit arrêter le génocide des Amérindiens. Finalement, lors de cette controverse, il arrive à faire triompher l'idée que les Amérindiens sont des êtres humains à part entière. Donc là, l'esclavage et le génocide des Amérindiens est officiellement fini, aboli. Voilà. Sauf que la question se pose, mais alors qui va travailler les terres d'Amérique? Parce que s'il n'y a pas d'Amérindiens, qui va les travailler? Et le même Bartolomé de las Casas va dire, mais on va prendre les Africains qui sont beaucoup plus robustes. La même personne qui défend en fait l'être humain en fait. Voilà. Eh bien, va pas avoir de scrupules à dire mais moi je propose les Africains. Les Africains. Et donc les Africains vont être mis en esclavage et amenés dans les Amériques à la place donc pour remplacer les Amérindiens. Donc ce monsieur-là, il est dans le couloir des héros du MACT. Du Memorial Act. Du Memorial Act. Alors, c'est pourquoi j'ai dit quand on aura l'occasion d'en parler. Mais là, j'en profite. Que fait un bonhomme comme ça? Même si on raconte que sur son lit de mort, pratiquement, c'est-à-dire 40 ans plus tard, il a finalement découvert que il y avait qu'une seule humanité et que vous soyez noir, blanc, jaune ou rouge, vous êtes tous des êtres humains. Il a fallu qu'il attende l'âge de sa mort pour pouvoir comprendre ça. Mais. C'est une erreur, alors. Hein? C'est une erreur. C'est une aberration. Oui, c'est une grosse erreur. C'est une aberration. Oui, une grosse aberration. Bah oui. Mais le truc, c'est que dans le Memorial Act, c'est que c'est là. Il est là. Il a une grande photo de je sais pas combien de mètres. Et puis il est pas dans le couloir des héros, c'est-à-dire le couloir principal du Act. Il est en compagnie des plus grands penseurs de l'humanité. Eh bien le voilà. Il siège parmi les grands. Il est un peu à l'origine. Il est à l'origine de tous les malheurs de mes ancêtres. Donc c'est inimaginable. C'est-à-dire que le gars se trouve être exalté dans un lieu où nous sommes censés honorer la mémoire de nos ancêtres disparus dans des conditions atroces. Il vous l'avait dit ça? Ah bien sûr. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Alors qu'est-ce qu'on vous a répondu? On nous envoie paître parce que nous ne représentons pas une force suffisante pour mettre en danger une telle institution. Donc, en gros, quand on a demandé à rencontrer le comité scientifique du Memorial Act, on a eu une rencontre avec eux, on leur a fait part de nos griefs et tout. Ils nous ont dit, bon, ouais, c'est vrai, bon, ok, mais ils n'ont rien changé. Moi, j'ai déjà fait la visite 4 fois. Ben, rien n'a changé.
c'est toujours là. Ah, c'est toujours là. C'est donc pour eux, il n'y a pas de problème. On devrait les inviter Et ce n'est pas le seul exemple de choses extraordinaires qui se trouvent dans le Mémorial Act. Dites-nous, ça va. On y va directement. Oui, allez-y, on fait la liste. On y va directement. Allez, on y va. Alors, on commence par la salle. Justement, avant d'introduire ça, vous avez lancé ce magazine Racine, tout à fait. Et vous parlez justement du Mémorial Act. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, ce magazine Racine, il a eu un grand succès parce que il est tellement vrai que on peut pas aller contre. Et donc, alors même au Mémorial Act, ils l'ont, hein, ils font comme s'ils l'ont pas, mais ils l'ont. Alors, la liste. Je vous explique comment ça s'est passé. Dites-moi. Je suis allé visiter le Mémorial Act. Dès la première salle, je dis, il y a stupeur, problème. Ça commence comment le Mémorial Act? Vous commencez par la salle de gauche. Donc ça fait une forme de fer à cheval. Vous commencez par la première salle. La première salle, c'est quoi? C'est Christophe Colomb a découvert les Amériques grâce à un miracle de la Vierge Marie. Il allait couler et la Vierge Marie, il avait une statue de la Vierge Marie dans son bateau. Finalement, il a été sauvé. Donc déjà, on doit notre nom à la Vierge. À la Vierge. Bon, ça commence comme ça. Bon, ça va encore. On peut estimer que passe. Après, on a 4 personnages, 4 noirs ou pseudo-noirs, qui sont sur 4. T'as deux gars exécrables qui sont des chasseurs d'Amérindiens, qui vont les tuer, qui vont les vendre, les marquer au fer rouge. Donc des chiens de chasse. Donc voilà, voici ce qu'on nous propose d'entrée de jeu. C'est-à-dire que sur les millions de nets qui ont été déportés, l'histoire qu'on raconte là, les gars, ils ont choisi 4 icônes sur 4 bonhommes, c'est-à-dire 50% de ceux qu'ils ont choisis. T'en as 2 qui sont des conquistadors africains qui travaillent avec les Portugais, avec les Espagnols, pour tuer les Amérindiens. Les 2 autres sont 2 faux nègres marrons. Un qui se cache chez les Amérindiens parce qu'il n'est pas capable d'organiser lui-même sa résistance. Il est planqué chez les Amérindiens qui lui donnent à manger. Mais dès qu'il voit les Espagnols, il court. Donc lui, il s'appelle, je crois, Louis le Marron. Ils ont des noms bizarres aussi parce qu'ils s'appellent tous Louis ou Francis. Ils sont africains, soi-disant, mais ils ont que des noms de ce type-là. Et il y a un autre qui s'appelle le Wolof, qui lui aussi est une sorte de pseudo-nègre marron, mais qui est un personnage fictif créé par Monsieur Létang, qui a eu l'idée originale de nous choisir ces 4 personnages. Donc voilà comment ça commence. Ça commence mal. Hein. Ça commence très très mal. Moi j'ai halluciné. Ma première visite, parce qu'il y a un casque qui vous explique tout ça pendant que vous visitez. Je dis mais où est-ce que je suis là? C'est un délire. C'est-à-dire que déjà l'Afrique dont on parlait tout à l'heure là, elle n'existe pas. C'est-à-dire que l'Afrique d'avant l'arrivée de Christophe Colomb, on vient d'expliquer pendant une demi-heure. On sait pas d'où viennent les Noirs en fait. À la rigueur, les Noirs qui sont en Guadeloupe, on sait toujours pas d'où est-ce qu'ils viennent, puisque dès la première salle, c'est Christophe Colomb qui est arrivé. Donc les Noirs, ils sont pas encore là. On vous dit la première Noire qui est arrivée, c'est la Vierge Noire qui a sauvé Christophe Colomb qui se trouvait dans son bateau. C'est vrai, c'est la première statue. C'est la première Noire qui est arrivée dans la Caraïbe. Après elle, c'est les 4 bonhommes, les têtes à latte dont je vous parle tout à l'heure. C'est ces 4 Noirs là qui représentent nos ancêtres. Après, on continue la visite. Alors la visite, elle va de pire en pire, puisque on arrive dans un moment où, alors, on vous montre, alors l'exposition fait 1700 mètres carrés, d'accord? Sur 1700 mètres carrés, jamais on ne voit un blanc en position d'esclavagiste. C'est-à-dire que l'esclavage, apparemment, il y avait que des Noirs dans l'esclavage, et c'est les Noirs qui se tapaient eux-mêmes, je suppose, puisque il n'y a pas la présence donc du blanc dans le Mémorial Act. Alors c'est par souci de préserver le vivre ensemble, le bien-être, etc. Mais c'est débile, c'est prendre le peuple pour des débiles mentaux. C'est-à-dire que c'est parce qu'on va connaître l'histoire, on va devenir subitement fou, on va attaquer. C'est un peu nous faire passer pour des sauvages toujours. L'idée du nègre qui va devenir complètement dingue parce qu'il va apprendre que l'histoire c'était ça. C'est du n'importe quoi. Donc pour qu'on n'ait pas ce type de révolution possible, imaginaire. Alors on nous sert n'importe quoi. Donc là, on a 1700 mètres carrés avec toutes sortes de technologies. Rien sur l'esclavage lui-même. C'est-à-dire que tu vas trouver des fouets, mais ils sont suspendus à un mur. Tu vas trouver des chaînes, elles sont sur des pieds qui a même pas de corps. Et puis, donc, tu comprends rien. Après, maintenant, tu as tous les petits outils qui auraient servi, soi-disant, à acheter les gens. Alors, des petits colis fichés, alors tu vas vendre ta femme, ton frère pour un truc, alors que t'as un royaume, t'as de l'or à gogo. Les rois africains du Mali, par exemple, Kanka Moussa. C'est l'homme le plus riche de la terre, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les gars qui font la comptabilité de la richesse de Kanka Moussa, l'empereur du Mali, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'homme qui soit aussi riche que ce mec-là. Les gars avaient de l'or par tonne. Même leurs chevaux, ils étaient habillés en or. Donc, tu vas vendre tes enfants, alors que tu as de l'or, pour
un truc, un bout d'étoffe à 0 francs 50. Donc ça, c'est un peu... Alors, il y a les armes aussi, il me semble, hein, dans cette trois pièce. armes bidons, effectivement, dans le... Il y a la poudre. Comme quoi, voilà. Bon, ce seraient les outils d'échange. Quand on est au Memorial Act, puisqu'on continue la visite que vous nous faites faire, on arrive au passage du milieu. Et là, vous êtes particulièrement choqué. Vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes particulièrement choqué. Parce que il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas préparé à cela. Vous arrivez, on vous dit, vous allez vivre pendant 2 minutes les sensations de quelqu'un qui était dans le bateau négrier, dans la cale du bateau négrier. Alors, vous êtes censé rentrer, puis le truc se refermait à l'époque. À ma première visite, ça se refermait, mais depuis ça, j'ai vu que ça reste ouvert. Ça reste ouvert. Mais avant, ça se refermait. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, pour rentrer dans le truc, je vois que les esclaves sont à même le plancher. Donc, je suis censé marcher sur eux. Je dis au guide, mais c'est pas possible. Votre scénographie, je ne peux pas physiquement marcher sur mes ancêtres. Il y a quelque chose, ça vous symboliquement, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a comme une voix, je dirais, pour être un peu mystique, qui me dit, mais ne fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Donc je dis à mon guide, est-ce que je peux passer par une autre voie parce que j'ai envie de continuer la visite, mais je ne peux pas faire ce truc-là. Et là, il me dit, vous pouvez passer par le couloir des héros, et retrouver ce qui se passe derrière. Passer par le couloir des héros, vous retrouvez le sommet de Las Casas. Mais lui, je l'ai déjà sauté, on va dire. Non, c'est-à-dire que je l'ai vu après, d'ailleurs. Vous l'avez vu après. Mais bref, donc je passe par le couloir des héros, et effectivement, j'arrive dans une salle maintenant où il y a d'autres trucs qui m'attendent. La propriété, je crois. Alors, avant d'arriver à la propriété, j'avais sauté ça, il y a les tableaux de baignade. Alors ça, c'est aussi fantastique. Ce sont des Noirs qui sont à la piscine, ils sont à la rivière, ils jouent du groka, les femmes sont avec les Blancs, les Noirs, tout le monde est en fête, c'est la fête. On a l'impression, c'est le club méditerranéen. Pique-nique à la rivière. Pique-nique à la rivière. C'est ça. Ouais. Et là, il y a 2 tableaux comme ça. Il y a un autre tableau, sadomaso, qui s'appelle, je sais plus quoi, alors c'est des coups de fouet, une femme, elle est toute nue, son sexe est grand ouvert, et elle frappe un homme qui met ses fesses en arrière pour recevoir le coup de fouet. Enfin, un truc, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Quel est le sens de ce tableau, etc. Un fantasme. On appelle ça un fantasme magnifié. Voilà, exactement. Donc, alors il y a un truc pas possible. Bon, bref. Et là, ensuite, on arrive à la petite propriété privée de l'esclave. Alors, il a même un jardin, il faut savoir, parce que après avoir vu son lit, on arrive dans son jardin, qui est le jardin créole. Très mal tenu d'ailleurs. Très mal tenu. Alors, si vous avez un jardin comme ça, vous êtes sûr de mourir de faim. Il y a absolument rien dedans. C'est mal tenu. Voilà. Et donc, bon, bref, vous êtes censé être dans le jardin. Donc, le gars, il a une propriété. Il a un jardin, ce que beaucoup de Guadeloupéens aujourd'hui n'ont pas. Lui, il l'a en pleine période esclavagiste. C'est-à-dire, il est mieux que beaucoup d'entre nous. Donc, je me dis, mais attends, mais c'est du délire. Mais le délire ne s'arrête pas là. On arrive un peu plus loin, et là, comment dire, accrochez-vous. Vous avez 4 écrans avec des bancs pour les enfants. Parce que les adultes ont déjà été, je pense, assez secoués. Il faut maintenant s'intéresser aux enfants. Et là, les enfants peuvent s'asseoir et regarder 4 bandes dessinées qui vont vous raconter l'histoire de l'esclavage sous 4 angles différents. Première bande dessinée. Alors, c'est une fille. Son maître vient la visiter tous les soirs. D'accord? Elle parle avec sa copine, qui lui dit, mais dis donc, le maître, tous les soirs, il vient te voir. Elle dit, ah oui, mais s'il y a une fille qui vient vers lui, je lui crève les yeux. C'est-à-dire, donc, elle est amoureuse de son maître. Bon, ça, déjà, c'est un peu bizarre, mais, ensuite. Elle lui dit, et si ton maître, maintenant, il t'affranchit, qu'est-ce que tu vas devenir? Elle dit, ah non, moi, je veux pas. Même si je suis affranchi, je veux rester en esclavage parce que je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Donc ça, je trouve ça extraordinaire comme message pour la jeunesse. Ensuite, il y a une autre bande dessinée. C'est une fille, sa maîtresse lui dit, va chercher du poisson. Elle part. Et là, elle revient avec beaucoup de retard. Et sa maîtresse lui dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu faisais, quoi? Je t'ai envoyé prendre du poisson, tu reviens quelques heures après. Elle dit, ben voilà, c'est un de ces nègres libres qui est venu, qui m'a trouvé sur la route, il a essayé de me violer et il est parti avec le poisson. Donc le gars, il vient d'être libéré. Mais alors voilà, dès qu'il est libéré, il retourne à l'étabou, il t'en va nous dire. Donc ça y est, il est déjà en train de violer sa sœur qui est en train d'aller acheter du poisson. Donc ça, c'est la deuxième histoire. Troisième histoire, c'est un peu pareil, etc. Donc voilà déjà pour les enfants. Ça formate déjà une croyance pour l'enfant. Ben l'enfant, il voit ça déjà dès la première salle. Il est déjà KO. Dès la première salle, il se dit attends, c'est les nègres qui m'ont vendu. Ils tuaient les Amérindiens. Donc il a la totale pour ne pas aimer ni les Africains, et comme les Africains c'est ses parents, il s'aime pas lui-même. Lorsqu'il sort de là,
eh ben il va tout de suite tuer Il va voir un dessin animé. Non, il va tuer son prochain dans le ghetto. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe? C'est que les Noirs, ils sont tordus entre eux. Ben, c'est normal quand vous avez ce genre d'informations. Le gars qui est en face de vous, vous voyez pas que c'est un être humain. Vous dites, le nègre, il a pas de valeur, je le descends. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la manière dont l'histoire est racontée et les problèmes sociétaux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, alors le petit gars, il sort de là. Ensuite, vous avez les nègres marrons. Normalement, un nègre marron, c'est quelqu'un. Sauf que là, il y a 3 gars qui sont en train de manger de la canne dans un champ de canne. Ils sont assis, d'ailleurs, ils n'ont rien fait. Ils sont nègres marrons, mais foutent rien. Ils sont assis, ils mangent de la canne. Et puis subitement, ils partent en courant. On ne sait pas pourquoi. Ils partent en courant. Pas de personne qui court derrière eux, rien du tout. Mais ils courent. Bon. Une lubie. Ouais. Sans doute. Une lubie. Donc là, on est au nègre marron. C'est-à-dire, voilà comment les nègres marrons sont traités. C'est-à-dire que, avec toute la technologie qu'il y a dans le Memorial Act, on aurait pu, par exemple, à la place des 4 zozos qu'on nous a donnés au début, nous mettre des vrais nègres marrons, des gens qui ont fait des choses des actes de résistance, de bravoure, des gens qui ont construit des villages, qui ont construit des sociétés, des choses. Il y a plein de héros dans l'histoire de ces 400 ans-là. Non. On choisit 4 bonhommes qui n'ont rien à faire, ils courent, et puis voilà. On a fini avec les nègres marrons. Après, on nous amène, alors on arrive chez les francs-maçons. Alors là, on a la reconstitution d'un temple maçonnique en modèle réduit, avec le trône, les colonnes, tous les symboles, etc. Vous vous retrouvez chez les francs-maçons, on vous dit grosso modo que c'est grâce aux francs-maçons qu'il n'y a plus l'esclavage. Bon voilà, donc on est un peu surpris aussi par cette salle, parce que beaucoup de gens se demandent, mais c'est quoi ce truc à la gloire de la franc-maçonnerie d'un seul coup? Qu'est-ce que ça vient faire là? Puis ça ressemble à un truc qui pèse, quoi. Ça fait une drôle de... On est dans la salle croyance, il me semble, hein. Donc il y a une croyance ésotérique. Il y a une chapelle. Il y a une chapelle derrière avec un Christ sans croix. Alors ça, c'est pas mal non plus. Oui. Parce que quand même, normalement, Jésus-Christ, il est sur une croix, logiquement. Sauf que là, il vole dans l'air. Il est tout seul comme ça. Il n'y a pas de croix. Donc, les gars, ils sont allés chercher le seul Christ sans croix qui doit exister sur la planète, c'est lui qu'ils ont mis là. Donc, bref, donc là, même un catholique, il se retrouve pas là-dedans. Il va se dire, mais attends, Jésus-Christ, à mon avis, il a été crucifié. Là, il est en train de faire un vol yogique. Comment vous expliquez ces choix Moi, je crois que, alors bon, sans rentrer dans des trucs trop compliqués, parce que bon, je suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais je crois qu'il y a plusieurs mélanges dans ce truc-là. Il y a une volonté de ne pas raconter l'histoire correctement, ça c'est sûr. De faire en sorte que les gens, c'est plus ludique et plus un business qu'autre chose. Ça n'a pas été fait dans un esprit de vérité historique, mais plus dans un esprit d'attractivité, faire venir des gens, rapporter de l'argent. C'est du tourisme. Non, c'est du tourisme mémoriel. C'est pas scientifique. Voilà. Donc c'est pas scientifique, il y a rien de concret. D'ailleurs, ils avaient même pas de bibliothèque. Quand on les a rencontrés, je leur ai dit, mais vous vous basez sur quoi pour raconter vos histoires? C'est quoi que vous lisez? Parce qu'en discutant avec les gars, je me suis rendu compte qu'ils avaient rien lu. Donc je vous dis, mais vous connaissez pas un tel, vous connaissez pas un tel, vous connaissez pas un tel. Bon, alors avec quoi vous avez fait? Ah oui, on a un comité scientifique. Ok, c'est qui? Tout le monde est un peu. Ah non, lui il est pas là, il est malade. Donc le comité scientifique, en fait, ceux que j'ai vus, ils y connaissent rien. L'étang, lui, son vrai métier, c'est, je sais quoi, c'est un gars qui fait de l'archéologie. Mais dans cette matière-là, dans ce qui concerne cette époque-là, il est perdu. Donc il nous dit, à un moment donné, il me dit, mais on n'est pas là pour faire de la vérité historique, monsieur. Nous, on est là pour... Dit ça. Ah ben bien sûr. C'est-à-dire que les gars... C'est choquant quand même. Bien sûr, le ton est monté d'ailleurs ce jour-là. Parce que je lui dis, mais attendez, qu'est-ce que vous m'en sortez là? Il me fait oui, c'est d'abord, c'est du tourisme mémoriel, il faut faire rentrer 4 millions d'euros par an, voilà, pour que ce soit rentable. Et donc, là, il y aura même une glacière sur la petite colline. Il m'explique le truc. Je lui dis, mais vous plaisantez? Je lui dis, vous avez même pas de bouquin? Ah oui, mais si vous voulez, alors mieux. Si vous voulez, Racine, vous pouvez nous apporter votre bibliothèque, comme ça on vous fera un point de vente dans le truc. Je lui dis, vous voulez m'acheter ou quoi? Moi, je suis en train de vous faire des remarques, vous me proposez de venir vendre mes bouquins. Donc, un truc de fantasmatique. Moi, je me suis dit, c'est du n'importe quoi. Les gars, c'était pas professionnel. D'ailleurs, tout est mélangé là-dedans. Les 2 tableaux dont j'ai parlé, là, il paraît qu'ils ont coûté bonbon. C'était des tableaux que le conseil général voulait acheter, que la région a acheté
à la place du Conseil général. Donc il y a eu une compétition, la région a surenchéri, elle a eu ces deux tableaux-là. Les deux tableaux en fait n'ont rien à voir avec cette histoire-là. En fait, c'est de la prostitution en fait. Les personnes qui sont dans l'eau là, c'est des prostituées que des soldats, des gens qui s'engageaient pour 18 mois ou bien des choses comme ça, des soldats de métier. Eh bien, on leur donnait des prostituées pour qu'ils puissent s'amuser pendant leur séjour. Donc ça n'a pas du tout de truc à voir avec la vie quotidienne des esclaves comme c'est marqué dans le truc. Et c'est une personne bien placée qui m'a expliqué la provenance de ces tableaux-là. Donc, il y a des mélanges, il y a même les objets, ils sont pas datés, on sait pas d'où ça vient. Moi, il se trouve que j'ai fait des études de conservation de musée avant de devenir enseignant. Je faisais ça à Palais Royal, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, ce métier-là. Normalement, chaque objet, chaque livre est répertorié avec une date, avec son endroit de provenance et tout. Là, on a l'impression que c'est une foire. Tu trouves des objets, tu trouves un collier, tu trouves un fusil, machin, un truc. Il y a rien de pensé, rien de fait de manière professionnelle. Et donc tout au long de la visite, on tombe de fatigue en fatigue, je dirais. On se dit mais attends, il y a une salle sur le Ku Klux Klan. Tu arrives, t'as un gars du Ku Klux Klan, grandeur nature, avec sa robe et tout ça, la croix en feu. Alors que pour les nègres, ils ont jamais pu faire un truc concret. Mais par contre, pour un gars du clan, le gars, il a son mannequin. T'avais qu'à me faire un mannequin de Martin Luther King. Tu pouvais me faire un mannequin de toi. Il y avait des manières. Et Guy Tyrolien, on connaît ses écrits. Qu'est-ce qu'il pensait? Eh bien, de tout ça? Guy Tyrolien, c'est un témoin aussi. C'est-à-dire, comme il l'a souvent dit, il n'était pas écrivain de métier. C'était pas son métier. Il était ambassadeur des Nations Unies, donc il vivait pas de la littérature. Mais il écrivait pour témoigner. C'était une époque où les gens avaient besoin de ce témoignage-là. Donc lui, tout ce qu'on dit là, il l'a écrit sous forme poétique. Il a fait donc le recueil Balle d'Or en 1961, suivi d'un deuxième recueil qui s'appelle Feuilles vivantes au matin en 1977. Et donc le recueil Balle d'Or, donc c'est un recueil de 33 poèmes, dont La prière d'un petit enfant nègre, qui est le poème le plus connu de Guy Tyrolien. Au monde. Voilà, au monde, ouais, au monde, on peut dire ça, fait, parce que moi je l'ai appris sur 3 continents différents. Je l'ai appris quand j'étais en Afrique, j'ai appris en France, et je l'ai appris ici, donc dans les Amériques. Donc c'est un poème. Vous pouvez nous lire un petit extrait? Et pourquoi pas, bien sûr. Alors, je voudrais pas l'écorcher, mais on sait jamais. Le fils de Guy Tyrolien n'a peut-être pas besoin de non, je les connais tous par cœur, mais par souci, je dirais, d'exemplarité, je vais le lire quand même. D'accord. Seigneur, je suis très fatigué. Je suis né fatigué. Et j'ai beaucoup marché depuis le champ du coq. Et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les sentiers brûlés, qui longent vers midi les mares assoiffées. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs, et que l'usine ancrée sur l'océan des Cannes vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je vais m'arrêter là parce qu'il est un peu long, mais simplement... Alors, tout ça, on le retrouve bien sûr dans votre magazine, un spécial Guy Tyrolien, voilà, Guy Tyrolien, voilà. Hein, qui porte bien sûr le même prénom que vous. Oui. On confond. C'est plutôt l'inverse. Ou c'est plutôt l'inverse. Pardon. Oui. Et donc on retrouve. Alors où c'est qu'on peut trouver ce magazine? Alors dans tous les bons points de vente de la Guadeloupe, je dirais. C'est-à-dire qu'on a plus de 60 points de vente. C'est-à-dire des librairies, des stations-service. Donc, dans toutes les bonnes librairies de Pointe-à-Pitre, vous allez le trouver, logiquement. Et puis aussi dans pas mal de points de vente en dehors de Pointe-à-Pitre, même à Basse-Terre. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur le réseau numérique, sur Internet? Alors oui, l'adresse je l'ai pas en tête, mais par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on a un local, Racine, qui se trouve à la 78 rue François Arago, à Pointe-à-Pitre. Donc je reprends 78 rue François Arago, c'est la rue qui fait l'angle avec la rue Vatable. Et là on a un local qui s'appelle Racine aussi, qui est facilement identifiable, c'est tout